Et donc, nous enchaînons avant la dernière surprise, parce qu'après, vous l'avez entendu, le délégué général nous a dit qu'il y avait encore une surprise. Et puis, il y avait ensuite le cocktail. Donc, madame, c'est vous qui commencez, je crois. En fait, je pense que je suis un peu... Vous m'entendez? Très bien. 1, 2, 3, ça marche? Mais alors... Vous êtes sûr? Bon. Donc la première question peut-être, voilà, intervention de notre président. Peut-être quelques mots, enfin, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Donc j'ai cru comprendre qu'il y a une... Oui. Vous avez... Voilà, donc la question que vous me posez, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Mais c'est à vous de me poser une question. Je veux bien la renouveler, renouveler au moins la réponse. Il est important de voir que la RATP, qui est un agent lourd, important de l'industrie ferroviaire, bouge autant. Et encore une fois, moi qui ne suis sensible qu'aux résultats, aux chiffres, je m'aperçois qu'en multipliant par 3 l'effort d'investissement, eh bien, on voit que concrètement, il se passe quelque chose et que l'industrie ferroviaire française va bénéficier d'un x3. Donc là, il y a des paroles, il y a un plan, il y a des prévisions, mais il y a des actes qui suivent. Et donc, je ne peux que me féliciter, me réjouir que l'industrie ferroviaire française soit bénéficiaire de cette action qui est une action de long terme en plus. Effectivement, peut-être que je vais revenir juste un petit peu en fait sur ce plan inédit qu'a présenté le président, avec effectivement ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En plus, celui de 2005, je m'en souviens, j'étais à la direction générale, justement, où je vivais les 800 millions, et aujourd'hui, voilà, dans mon rôle au COMEX, je suis en train de vivre les 2 milliards, et donc demain les 2,5 milliards. Et donc ça veut dire que la RATP a vécu progressivement en fait cette montée en charge. Et donc certes on peut retenir les x3, mais c'est surtout le vrai sujet que j'aurais partagé avec vous, c'est comment on passe d'1,9 milliard à 2,5 milliards, donc le plus 30%. Voilà, je vous demande pas de passer à x3, mais je pense qu'on a déjà fait tous un chemin ensemble dans le x2,5, et donc il nous reste maintenant effectivement au x3. Et donc comme l'expliquait le président, donc le vrai sujet de nos investissements, c'est d'abord un sujet de volume. Et ce sujet de volume, il a un élément déclencheur qui est la politique de renouvellement massif donc votée par IDFM en 2016 et puis réitérée en 2019, donc du matériel roulant. Donc le président a cité toutes les générations, c'est-à-dire qu'après la génération pneus, on rentre dans la génération fer et en plus le RER, le tram, bon, bref, donc des commandes passées en fait, mais surtout les années à venir, c'est le déploiement en fait de ces matériels roulants. Et donc quand on a l'opportunité de déployer des matériels roulants, c'est l'opportunité de déployer en tout cas des systèmes de conduite, des systèmes de contrôle commande-train, puisque c'est à la fois le train qui apporte le confort, mais c'est quand même le contrôle commande qui va apporter la régularité, en tout cas, et la ponctualité qui aujourd'hui est le niveau d'exigence attendu par nos voyageurs. Alors, on sait qu'on ne peut pas attendre le matériel roulant, le renouvellement du matériel roulant, mais c'est toujours plus simple. On a vécu par le passé des adaptations sur des matériels non renouvelés, voilà, mais c'est toujours plus simple avec un matériel renouvelé. Et donc, j'entendais bien notre président mettre en avant effectivement les gains déjà associés par des systèmes GOA2 type Octis. Donc je n'irai pas jusque dire que ça apporte le même gain en fait, en tout cas en métronome d'une ligne automatique. Ceci dit, suivant les enjeux de la ligne, en termes de service rendu aux heures de pointe, oui, ça apporte le même résultat. Donc voilà, tout dépend en fait de l'enjeu de performance qu'on vient chercher. Parfois, on n'a pas le choix. Il faut les tirer, en tout cas la performance pour des lignes automatiques. Et donc, je pense que une fois qu'on aura fini la ligne 13, comme l'a présenté le président, je tiens quand même à signaler, ça fera 30%. Enfin, on sera sur un réseau historique à 30% de lignes automatiques. Et je pense qu'on n'a pas à rougir. Enfin voilà, c'est un des rares réseaux à ce niveau-là qui pourra se doter en tout cas d'un réseau noyau. Et donc derrière... J'en profite, si vous comparez dans le monde, vous en êtes où à ce niveau-là d'automaticité? Alors,
Donc, vous avez effectivement dans le monde des réseaux de moindre importance qui effectivement sont, en tout cas, comportent un certain nombre en pourcentage de lignes automatiques. Nous, on est sur un réseau historique qu'on va transformer en ligne automatique. Et là, effectivement, on peut considérer qu'on est les premiers au monde. Enfin, après la ligne 1, la ligne 4, bien évidemment, il faudra attendre la ligne 14 qui est en cours, et donc avec le renouvellement donc x2 de la ligne 14 et ensuite la ligne 13. Donc ça sera un tiers sur un réseau historique, le réseau niveau de RATP. Je pense que voilà, on est extrêmement bien placé. Je pense que surtout, ce qu'on met souvent en avant, c'est qu'effectivement, notre savoir-faire, qu'on partage effectivement avec les industriels, c'est un savoir-faire d'améliorer la performance de lignes existantes. C'est toujours plus compliqué, et c'est ce que dit pas effectivement les chiffres que présentés par le président, c'est que c'est plus 30%, mais plus 30% qui sont 2 fois plus compliqués que peut-être ce qu'on a vécu déjà précédemment, puisque alors prolonger des lignes, oui, c'est compliqué, il y a tout le génie civil, etc., mais un réseau existant sur lequel on renouvelle les trains et sur lequel on met en place des systèmes de conduite, dans lequel il faut adapter les infrastructures, et en même temps, on a tous les investissements patrimoniaux attachés. Voilà, c'est ça qui est extrêmement compliqué et qui fait appel, certes, au savoir-faire de la RATP, certes aux ressources de la RATP, mais beaucoup aux ressources des industriels. Donc ça veut dire que ce saut 30%, c'est pas que la RATP, c'est dans une logique, comme le président l'a dit, de partenariat, donc d'entreprise étendue. C'est dans cette logique-là qu'on réussira à faire ce saut qualitatif et quantitatif. Voilà. Oui, mais alors, la question qui me vient tout de suite aux lèvres, c'est qu'attendez-vous des industriels? Alors, plusieurs choses. Si je regarde dans le lancer, en fait, aujourd'hui, on a des projets en cours. Et le président, alors l'a mis en avant, mais peut-être moins que d'habitude, je trouve, les JO 2024, sur lesquels on est très attendu sur un certain nombre de projets, dont le prolongement de la ligne 14, mais pas que. En fait, voilà, il y a des projets de tramway aussi, on est très attendu. L'accessibilité, on est très attendu, mais bon, ça vous concerne moins, même si, on va dire, il y a de la mécanisation. Donc, en fait, ce qu'on attend, c'est d'être à l'heure par rapport aux rendez-vous qui, de toute façon, ne se déplaceront pas. Le président a souvent, en tout cas, une formule, voilà, qui dit ce rendez-vous s'impose à nous, donc tout le monde sera à l'heure. Voilà. Donc, je vous invite à méditer sur la formule. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on met en place pour collectivement être à l'heure. Voilà. Donc, le premier sujet, c'est être à l'heure de nos rendez-vous de projet, et notamment ceux pour les rendez-vous des JO. Et ensuite, le deuxième sujet, donc ça, c'est les projets en fait lancés, mais c'est surtout comment faire en sorte, par retour d'expérience des projets passés, donc on a vécu tous les crises de composants, la crise d'Ukraine, la crise Covid, etc. Comment faire le REX pour être à l'heure des prochains projets? C'est-à-dire que notre légitimité, c'est-à-dire que nos financeurs nous estimeront légitimes à le plus 30% que si on démontre qu'on a tiré le retour d'expérience, c'est-à-dire industriel et opérateur, pour savoir faire le plus 30%. Parce que la première question que nous dit les financeurs, est-ce que vous saurez faire? Voilà. Donc, et donc, dans ce cadre-là, il y a effectivement le déploiement du matériel roulant, mais il y a aussi tout ce qui est à venir. C'est-à-dire qu'il y a des consultations qui sont à venir, donc des consultations notamment sur le système, sur les systèmes Octis, puisqu'on a fini toutes les phases de qualification et maintenant on va partir sur une phase de consultation en décembre 2023. Donc c'est maintenant, pour préparer 2025 et sur les 10 prochaines années, c'est maintenant qu'on lance les consultations. C'est-à-dire qu'on a lancé, les marchés matériaux sont derrière nous. Alors derrière nous, il faut réussir à les mettre en œuvre. Mais maintenant, on passe dans une phase, c'est les systèmes qui sont pour nous cruciaux pour faire le 30%. C'est la consultation sur les systèmes de contrôle commande des trains sur les lignes 7, 8 et 12 sur fin de l'année. Ensuite, on a tout ce qui est les PCC, donc là aussi dans le pilotage de la performance d'une ligne. Pareil, donc là où la consultation devrait se faire en T2 2024, donc on s'y prépare. Et donc là, 5 lignes de métro qui sont concernées. Et puis, on a
Pour moi, il n'y a pas que ça. Je dis Octis, PCC. Je pense. Bon, j'ai plus tout à fait. Oui, et l'automatisation, la ligne 13, pardon, bien évidemment, sur la consultation qui sera. On fait l'appel à candidature en octobre et la consultation en fin d'année. Voilà. Donc voilà, donc, tout ça, c'est un plan de charge, c'est-à-dire d'avoir 3 consultations en même temps sur des disciplines qui sont quand même assez cruciales, enfin nécessitent en tout cas d'abord, donc moi j'attends le rendez-vous, enfin que les industriels soient au rendez-vous, et puis surtout d'être en capacité de s'engager, de respecter ses engagements, de tirer le REX du passé pour être en capacité, voilà, de répondre. Et donc dans le REX passé, il y a évidemment tous les sujets d'appro voilà, qu'on vit ensemble hein, sur nos matériels et sur nos projets en cours. Mais voilà, donc c'est comment on fait pour collectivement, 2025, sur 10 années à venir, être en capacité, oui, on a les financements, on tient. Et ce que je vous dis là, moi je le dis à mes équipes en permanence, puisque j'ai la responsabilité au sein du COMEX de toute la, on va dire comment dire l'ingénierie, enfin, en tout cas, je pilote l'ingénierie de manière fonctionnelle. Hein, c'est quand même, entre les activités industrielles et les activités d'ingénierie, c'est quand même 8000 personnes à RATP. Mais la partie ingénierie, c'est pas rien, et notamment RATPI ou MRF. Voilà, donc, en fait, le REX, nous-mêmes, on le fait. Donc voilà, j'attends aussi que les industriels puissent le faire. Voilà. Très bien, donc vous avez annoncé la couleur et vous attendez que nous, on soit à la hauteur, j'ai bien compris. Mais y a-t-il, alors à ce moment-là, on peut faire une discussion entre tous les deux, mais là, je sens qu'on est dans un domaine assez technique, assez pointu, et donc je passerai assez facilement la parole à la salle si certains d'entre vous veulent intervenir pour parler avec la directrice du pôle technique qui est là à mes côtés. Donc, est-ce qu'il y a des questions d'industriels, techniques éventuellement, sur les années à venir dans les investissements de la RATP? En fait, je fais toujours cet effet-là, je suis assez impressionnante, surtout après notre président. Il y a une question ici, alors le micro arrive. Bonjour Madame la directrice. Ça marche pas, hein? Oui. Oui, bon. Bonjour Madame la directrice. Je suis Thierry Torti, le président d'ACCM et de l'Orafer. Là, je voudrais vous parler surtout d'un sujet qui n'a pas été abordé mais qui était écrit, qui était le patrimoine des infrastructures, avec un grand projet que vous entamez, enfin que la maison RATP entame, qui est le renouvellement des matériels de travaux. Et avec 2 grandes innovations. Alors la batterie lithium, ça c'est une innovation qui est dans une mouvance internationale, mais surtout une autre innovation qui nous préoccupe, qui est l'aspect normatif, où on voudrait donc appliquer à des matériels de travaux des normes qui sont appliquées sur les matériels voyageurs. Et je pense qu'on a besoin des services de l'ingénierie de la RATP pour accompagner un peu de tri dans les normes et un processus d'agrément facilité, sinon ça va être très compliqué. Est-ce qu'il y aura cette disponibilité? Alors, alors c'est effectivement, enfin, je ne suis pas non plus la mieux placée pour répondre techniquement. Enfin, je connais en tout cas grandement le sujet des problématiques de batterie lithium, et notamment dans le milieu, en tout cas ferroviaire, et notamment pour les trains voyageurs. Moi, je voudrais juste répondre une chose, puisqu'on parle effectivement de partenariat, en fait, d'esprit de partenariat, et comment on pourrait coopérer au sein de la FIF. Enfin, ensemble, on est plus fort. Et il y a beaucoup de sujets réglementaires qui s'imposent à nous, justifiés ou pas justifiés. C'est sans doute, en tout cas aux équipes techniques, et je pense que des justifications passées, peut-être avec les évolutions technologiques, se justifient plus forcément dans le futur. Et donc je pense qu'on peut aussi unir nos forces pour essayer de porter ensemble des sujets réglementaires. Celui-là en fait partie, c'est un vrai sujet, et que ce soit d'ailleurs, en fait quand je dis ensemble, c'est la RATP avec la SNCF. Je pense qu'on a beaucoup de
problématiques communes réglementaires, et en plus, voilà, 2 opérateurs voilà, qui sont quand même, on va dire, nationalement et mondialement reconnus, et avec la FIF, je pense qu'on peut essayer de pousser plus loin certains sujets pour répondre à nos enjeux effectivement patrimoniaux. Vous faisiez référence, donc le président dans le 2,5 milliards, effectivement, on augmente de 30% globalement les investissements d'entreprise. Le patrimonial, c'est 50%. Voilà. Donc on a augmenté les actifs à l'RATP par, on va dire, l'extension des réseaux. On a des actifs infra vieillissants. Et donc notre projet de mécanisation d'intervention, en tout cas sur la voie, et donc projet dont vous faites référence, avec des véhicules industriels que l'on souhaite en tout cas avoir le meilleur rendement industriel possible, pour nous c'est inéluctable pour réussir en tout cas à faire la régénération de notre patrimoine dans les délais attendus, pour ne pas vivre en tout cas une dégradation de notre réseau et donc derrière du service rendu. Voilà. Donc il y a des enjeux de service, donc derrière des recherches de solutions techniques avec certains aspects qui sont innovants, certains aspects qui sont réglementaires. Là, je pense qu'on a tous les sujets réunis, je pense, de coopération au sein de la FIF, quoi. Sur les problèmes, je dirais, réglementaires, nous en trouvons effectivement dans le ferroviaire, sont nombreux. Quelquefois, nous avons des normes toujours justifiées par la sécurité dont on se demande si elles sont toujours d'actualité en fonction, par exemple, du trafic ou du type de train. Bon. Donc là aussi, on pourrait se rejoindre assez facilement pour défendre le président de la commission. Il est parti, c'est dommage. Bon. Non, mais on lui rappellera. Et donc, je pense qu'on a des combats communs à mener dans ce domaine-là. Hein. Mais c'est tout le ferroviaire qui peut-être devrait être actualisé au niveau de certaines réglementations, contestablement. Bien. D'autres questions des collègues ici présents? Ah, pas d'autres questions? Si. Mais on est enregistré, alors peut-être c'est pour ça. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup partagé, puisqu'en fait, bon, dans le domaine du matériel roulant, ça fait longtemps aussi que je suis assez présente. En fait, je répondrai de diverses manières. Si je peux effectivement concevoir que la nécessité de planning réaliste, la proposition on a beaucoup discuté d'ailleurs avec le président, la proposition qui est faite des investissements, c'est un planning, enfin c'est des investissements volontaires, mais je considère réalistes. Par rapport effectivement à des plannings extrêmement ambitieux que pouvaient revêtir notamment des prolongements de lignes. Donc je considère qu'on a pris en considération le REX. Ceci dit, ce n'est pas anodin puisqu'il y a quand même une augmentation alors qu'on est dans un environnement existant. Donc ça, c'est une complexité supplémentaire à prendre en considération.
Et deuxièmement, en fait, on a déjà reporté énormément d'investissements par le passé. Donc, on a des matériels qui ont 60 ans d'âge. Et donc, moi-même, voilà, je pense que par mon passé, voilà, en 2013, on avait déjà accepté, pour des raisons de financement, des reports de matériel. Je pense qu'on est au bout du bout, en fait. Voilà. Donc là, c'est pour ça que j'ai tout à l'heure dans mon propos, et c'était peut-être pas assez explicite, mais finalement, cette politique de renouvellement massif, elle s'impose à nous, et c'est elle, en fait, qui entraîne tout le reste. Voilà. Donc ça, c'est une réponse. En tout cas, c'est peut-être qu'on peut jouer un ou deux, voilà, un an près voilà, peut-être sur certaines lignes encore. Voilà, quand j'entends en tout cas le retour des associations de voyageurs, le retour des voyageurs, et notamment sur la 7 et la 8, on voit bien, en tout cas sur les métros fer, qu'il y a une attente qui fait qu'on voilà, on n'est plus en capacité de rapporter nos investissements. Et donc, la deuxième réponse, enfin, un troisième niveau de réponse que je vais faire, c'est, nous, on s'est posé la question finalement, mais où sont nos goulets d'étranglement ? Finalement, OK, il y a 30%. Il y a des choses qu'on sait faire, des choses qu'on sait moins faire. Oui, il va falloir augmenter, en tout cas, les ressources. Et nos goulets d'étranglement, alors chez nous, et je pense qu'on doit le partager, c'est plutôt à la signalisation. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, et d'ailleurs, il y a un représentant de la RATPI, là, David Bonvoisin, qui est en responsabilité des études voilà, des RATPI, voilà, qui est notre plus grand expert en la matière. Enfin, RATPI porte, et donc le président est très présent là-dessus, porte un plan métier SIG, sur lequel, certes, notre but, c'est de recruter plus, mais notre but, c'est de faire mieux. Et notamment, on est tous convaincus que dans nos process industriels, on peut toujours faire mieux. Enfin, voilà, j'ai beaucoup d'industriels devant moi là, tout ce qui est domaine du lean management, des sujets de qualité, etc. Je sais que vous avez déjà fait beaucoup dans le domaine. Voilà, mais il y a sans doute, en tout cas dans nos process industriels aussi, on peut s'améliorer. C'est-à-dire que nous, on fait le choix d'essayer de standardiser le plus possible en fait nos investissements, ce qui aide au déploiement. Mais d'un autre côté, nous, ce qu'on attend aussi des industriels, c'est que vous testiez le plus en amont possible pour éviter voilà, comment dire, toutes les difficultés qu'on peut avoir de déploiement et qui ralentit. Voilà. Donc, je pense que dans notre manière, en tout cas, de porter nos investissements, j'en parlais de Rex, hein, voilà, c'est par la standardisation, par l'intégration et l'implémentation en faisant des essais le plus en amont possible. Et donc là, effectivement, nous-mêmes, il faut qu'on vous mette à disposition parfois, en fait, en tout cas, des capacités de faire des essais, mais aussi, moi, je parle des plateformes usines, en tout cas, tout ce qui est fait en plateforme usine. Voilà. Donc, il faut qu'on... Voilà, c'est un travail de ce type-là, pour moi, qui permettra de franchir la barre. Et donc, si je reviens aussi sur le plan métier SIG hein, qu'a lancé la RATP, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le marathon de la SIG. Donc, il y a une douzaine de fournisseurs qui, aujourd'hui, sont présents dans ce marathon, où on a décidé de travailler ensemble sur comment on améliore nos process industriels, comment on recrute plus dans le domaine de la SIG et comment on utilise aussi les nouvelles technologies pour que, en fait, on fasse la même chose, mais que ça prenne moins de temps. Voilà, donc l'utilisation, on va dire, de la numérisation sur les processus de validation. Voilà, donc tout ça, c'est des travaux qui sont en cours. Donc j'ai compris que le rendu de ces travaux est attendu le 12 octobre, donc le président sera présent. Voilà, donc moi je vous encourage, il y a un forum qui sera alors je sais plus comment, enfin en tout cas le retour du marathon de la SIG. Je pense voilà, donc moi je pense qu'il faut aussi regarder intelligemment où sont nos goulets d'étranglement et donc là-dessus on attend aussi beaucoup de vous. Voilà. Je compléterai peut-être la réponse sur un plan non pas technique, mais j'ai entendu tout à l'heure, on a eu une baisse du plan de charge pour des raisons de financement. Et toi, tu souhaites qu'on lisse dans le temps et qu'on ait une visibilité, puisque l'industrie ferroviaire est une industrie du temps long. Sauf que les politiques, eux, ils vivent dans l'instant. Donc tu fais bien et tu montres bien la difficulté qu'il y a à lier les deux. Cela, je dirais qu'il y a pire. Hein. Quand vous regardez la filière nucléaire, c'est pire. Voilà. Donc tout est relatif.
Non, non, mais non, c'est pour te rassurer un peu et te dire que le pire est toujours possible. On est 100% d'accord avec toi. Mais pour que les uns et les autres puissent planifier, Jean Castex l'a dit tout à l'heure, c'est toujours de l'argent public. Donc, le maître supérieur, c'est l'État. Si l'État nous donne une visibilité à nous, il n'y a aucun problème. Et tu as entendu que le président, il allait se battre, le président de la commission allait se battre pour avoir une loi de programmation. Quand j'ai posé la question à Elisabeth Borne il y a 3 mois, elle m'a dit « on réfléchit ». Et je trouve qu'ils réfléchissent beaucoup actuellement. Voilà. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on sorte cette loi-là. Pour diverses raisons, d'ailleurs. Bon. Alors, ceci étant, le parlementaire que j'ai été pourrait te dire que même avec une loi de programmation, ce n'est pas une garantie. D'accord? Voilà. Parce que le budget, c'est l'annualité budgétaire. Et donc, tu es suspendu chaque année aux capacités financières de l'État. Et on a vu le stop and go régulièrement, et pas que dans le ferroviaire d'ailleurs. Donc, on est tous demandeurs d'un État qui prévoit, qu'un État qui travaille avec de l'industrie comme l'industrie ferroviaire imagine un avenir. Et d'autant plus, il doit d'autant plus l'imaginer aujourd'hui, l'État, qu'il a une obligation de décarbonation en 2050, etc. Bon, donc, il y a une voie simple, claire, une voie royale pour l'État pour déterminer les étapes et nous dire à nous, voilà ce qu'on va faire chaque année. Sauf que l'État actuellement, dans le cadre légal actuel, ne s'est pas donné les moyens, et même s'il se donne une loi de programmation, je ne suis pas sûr qu'il tienne. C'est pour ça que je défends, je suis isolé, très bien, mais je défends une autre position pour obtenir de bons résultats dans ce domaine, c'est ce que j'appelle la méthode suisse par rapport à la méthode française. La méthode française consiste à attendre que l'État, au dernier moment, on ait variable d'ajustement. Bon, dans la mobilité au sens large. Hein. Et donc, il faut qu'on se batte pour avoir, disons, suivi ces appels d'offres successifs que faisait l'État qui avait promis dans le Grenelle 2 de l'environnement 2,5 milliards pour les systèmes urbains notamment. Eh bien, il a fallu qu'on se batte et c'est grâce à Jean Castex qu'on a obtenu qu'il double la dose au dernier moment. Bon. Et donc, le président de la FIF que je suis, ayant subi ces périodes-là, devient maintenant un défenseur acharné, non pas de la position française qui consiste à essayer de réclamer toujours un sou pour faire un franc, mais d'inverser la démarche. Les Suisses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Suisses sont déterminés au plus haut niveau, qu'il fallait mettre la mobilité en priorité. Voilà. Bien. Donc, si je mets la mobilité en priorité, j'en déduis qu'il va me falloir de l'argent pour faire fonctionner la mobilité. Oui. Avons-nous l'argent? Non. On n'a pas l'argent. Très bien. Donc, à ce moment-là, je prévois de l'argent qui va être fléché. Et les Suisses vont inventer la taxe sur les huiles minérales. C'est la TICPE de chez nous. Bon. Et ils vont faire en sorte de dire aux camions, non, non, vous ne circulez plus. Je vous interdis de circuler. Comment? Je vous interdis de circuler. Voilà, terminé. Et ceux qui circulent vont payer une taxe, etc. Donc, le directeur de l'Office des transports suisses, qui m'a reçu 2 fois en tête-à-tête, m'a dit, mais nous, on n'a aucun problème.
aucun problème de planification, puisque moi-même, j'ai une planification financière. Je sais exactement, au franc suisse près, ce dont je dispose chaque année, et sur 5 ans. Et là, quand je l'ai vu la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, il disait, je suis en train de prévoir les investissements de 2035. 2035, pas 2025. Hein. Bon, voilà. Donc, moi, je suis très favorable à cette méthode-là. Parce que sinon, nous n'arriverons jamais, on fera ce qu'on peut, on fera mieux sans doute, mais on n'arrivera pas à ce niveau qui fait que, encore une fois, je suis un maire de terrain, moi, hein, je suis un pragmatique. Chez moi, dans ma région sud, il y a les naufragés du TER. Ouais, c'est ça le résultat de 20 années, 30 années de ferroviaire. Bon, très bien. Les gens ne sont pas contents, ils créent des associations pour nous taper dessus. Mais je ne suis pas masochiste, moi. Hein, non. Donc, je vais en Suisse. Et là-bas, j'ai fait un radio-trottoir. Vrai, hein. C'est-à-dire, dans la gare, je disais, monsieur, madame qui passe devant moi, je suis un élu français, je viens voir votre système de transport. Comment fonctionne, selon vous, votre système de transport? J'ai eu 100% de gens qui m'ont dit, mais non, on est contents, nous. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que nous? Non, je ne crois pas. Hein. Voilà. Donc, comme on n'est pas plus bête que simplement, le système mis en place permet d'obtenir ces résultats, c'est tout. Et je me bats, et c'est pour ça qu'au COI, j'ai fait une proposition qui a été mise en annexe, parce que si vous voulez un jour qu'on ait le même niveau de service, le même niveau de contentement de nos concitoyens, dans un domaine qui coûte de l'argent quand même, eh bien, il faut qu'il y ait des décisions qui placent politiquement la mobilité en priorité. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait 2 votations populaires derrière, ils ont verrouillé, ils ont obtenu l'argent, et depuis, ça défile. Voilà, alors que nous, on va se battre. Hein. Nous, on va se battre et on va continuer à se battre. Il y a juste une particularité qui est celle de la RATP, hein, c'est que le plan d'investissement, comme je le disais, en fait, il est, alors, à peu près 50% du plan d'investissement, il est lié à la modernisation du réseau historique. Et qui dit modernisation historique, c'est plutôt des financements IDFM que des financements État. Voilà. Oui. Bon, après, il y a des liens, mais bon. Oui. Nous espérons tous qu'effectivement, les régions qui sont beaucoup plus sensibles par rapport au terrain, beaucoup plus proches du terrain, elles tiendront leur engagement, vraisemblablement. Après, il y a quand même le prolongement de la ligne 1 aussi qui fait partie des financements CPER qui sont très très attendus par la région, par la RATP, etc. Mais bon, ce n'est pas le gros des investissements, ça sera des études. Voilà, peut-être alors une dernière question. Monsieur le Président de la Réunion. Bonjour Madame Buglioni, bonjour Monsieur le Président, bonjour Louis. Moi je voudrais être un peu moins terre à terre et je voudrais vous parler d'innovation, mais ça ne va pas vous surprendre. L'innovation c'est quelque chose qui se partage, ce n'est pas quelque chose qui vient d'une entreprise au hasard. Elle doit se partager par tous parce qu'elle doit trouver un besoin. Si l'innovation n'a pas de besoin, elle ne marche pas. Madame Buglioni, vous venez de gagner 100 milliards au loto de l'État. Je vous félicite tout d'abord. Écoute, on le partagera, on mettra chacun 1 euro. Qu'est-ce qui vous ferait rêver? Quelles sont les innovations qui feraient rêver la RATP? Et quelles sont les innovations qui feraient rêver sa directrice technique? Alors, je suis un petit peu gênée par la question parce qu'en fait, comment dire, on a déjà... la RATP a une vision de sa politique innovation, donc je crains que je sois très influencée, en tout cas dans ma réponse, puisqu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de la RATP de pouvoir intégrer de plus en plus, mais là, j'apprends rien, en fait, d'intelligence artificielle dans tous ces métiers. Et donc, en ayant, en tout cas, une opportunité d'investissement avec des, on va dire, des matériels, des systèmes, etc., qui sont beaucoup plus, en fait, fournisseurs de données que par le passé,
on a une possibilité énorme de voir qu'est-ce qu'on peut en faire pour la réduction énergétique, pour la performance en fait du service. Voilà. Donc là, je pense qu'on a un potentiel énorme de voir voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle au service de nos agents et au service en tout cas de nos voyageurs. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Et la particularité, peut-être ce qui me ferait rêver, c'est toujours plus facile sur on va dire des matériels nouvelle génération, enfin en tout cas dans le cas d'une modernisation de notre réseau. Ce qui est toujours compliqué, c'est le passif, en fait. C'est comment on prend en considération l'existant et comment voilà, on peut... puisque quand même, la marque de fabrique de la RATP, c'est quelle que soit la ligne, en fait, on souhaite offrir le même niveau de service. Et pourtant, on ne part pas à égalité suivant les lignes en termes de technologie, quoi. Donc, ce qui me ferait rêver, c'est que, en fait, en tout cas, les industriels que vous êtes nous apportent... le meilleur du savoir-faire technologique pour innover au service des voyageurs. Voilà. Donc, je pense que la réponse est un peu dans la question. Voilà. Donc nous, on dresse en tout cas une vision industrielle, on dresse une vision de nos investissements. Je pense qu'on peut-être, là où on peut peut-être progresser, justement dans le sens du partenariat, c'est par rapport à cette vision-là, on n'est peut-être pas les meilleurs connaisseurs des évolutions technologiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Voilà, puisque enfin moi je dis souvent aussi à mes équipes, c'est comment dire, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Voilà, et donc c'est un peu, même si on a un président qui aime aller vite. Hein. Bien, donc c'est la réponse de la bergère au berger, hein, voilà. Mais c'est ça un échange, et c'est ça la capacité, encore une fois, que vous avez rappelé, de travailler ensemble. Normalement, on devrait être plus performant quand on travaille ensemble que seul. Hein. Donc, une des conclusions de cette Assemblée générale, ça a été effectivement le rappel plusieurs fois par différentes personnes de cette nécessité de travailler plus unis et donc de chasser en meute, pour reprendre cette expression, que l'on retrouve beaucoup plus facilement en Allemagne, où le président de la VDB me dit, moi... on est habitué à faire ce genre de choses-là, plus que chez nous. Voilà. Donc, madame, je vous laisse conclure cette discussion à deux. Et puis après, je reprends la parole pour conclure l'Assemblée générale. Écoutez, en tout cas, merci de cette invitation. Alors, donc, je pense qu'on a un président qui vous a montré avec enthousiasme sa volonté de remettre, en tout cas, l'excellence de service de la RATP au cœur des préoccupations de la RATP, donc que le service rendu aux voyageurs, les attentes en tout cas de nos associations de voyageurs et les attentes de notre autorité organisatrice étaient vraiment au cœur de ces préoccupations. Je pense qu'il a irrigué tout ça dans l'entreprise. Et donc, ce qu'on souhaitait simplement, c'est partager avec vous, en tout cas, cet enthousiasme et cette volonté. C'est qu'on a bien évidemment besoin de vous, en tout cas, pour être au rendez-vous de cette excellence de service. Voilà. Sachant que le programme, n'est pas ambitieux, il est volontariste et faisable. Voilà. Merci. Merci beaucoup, madame, sur ces deux termes, volontariste et faisable. Ça veut tout dire. Ça laisse effectivement un beau programme d'action ensemble.